Assalamu alaikum. Bienvenue dans votre émission Les musulmans s'interrogent. Aujourd'hui, nous allons parler de personnes engagées, de politique, de sport, des valeurs, les valeurs qui fédèrent. Pour cela, j'aurai le plaisir de recevoir Monsieur Abdesalam Itache, qui est un élu engagé. Abdesalam, salam alaikum. Alaikum salam, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous remercie de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. Alors, nous allons parler de votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours, votre engagement dans la politique et aussi dans le milieu sportif précédemment? Alors, mon parcours, comme vous le dites, il a été dans un premier temps associatif. J'ai pratiqué donc la boxe pendant quelques années. J'ai été titré. Par la suite, j'ai eu un accident de la circulation qui m'a forcé à stopper ma carrière. Par la suite, par abnégation, j'ai continué dans le sport et j'ai été entraîneur et j'ai dû préparer des sportifs, donc des compétitions assez importantes. Je parle de championnats du monde et de niveau international. D'accord. Quel type de boxe? Alors, il s'agit de Muay Thai, de boxe Thaï, plus généralement connu, donc qui vient de Thaïlande et qui se développe et en fait c'était déjà une réponse sociale à l'époque. Ça se développait dans les grands ensembles et ça avait eu une certaine popularité parce que c'était un sport authentique et à travers lequel beaucoup de jeunes se reconnaissaient parce que sport de combat mais en même temps art martial et donc un art martial assez complet où on utilisait les poings, les pieds, les coudes, les genoux, les saisies, les projections. Donc c'était quelque chose d'assez complet et il y avait une adhésion et beaucoup de jeunes se sont investis en boxe, ont même transcendé en boxe, sont arrivés à certains niveaux et c'était même un régulateur social, ce qui a permis à beaucoup de jeunes de voyager, de boxer un petit peu partout. Et quand je dis partout, je parle pas que de l'Europe. Ils ont dû boxer aux États-Unis, en Asie, en Thaïlande. D'ailleurs, on a en Muay Thai, les trois plus grandes nations sont la Thaïlande naturellement, les Pays-Bas et la France. Ensuite arrivent toutes les autres petites nations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de champions en France et on a tendance à minorer ou ne pas tenir compte de ces athlètes qui sont des athlètes à part entière. D'accord. Alors, dans votre engagement sportif, vous avez par la suite alors été aussi professeur, entraîneur, et tout cela vous a conduit ensuite à la politique. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup, mais disons que j'étais déjà intéressé et impliqué dans le monde politique. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. À 15 ans déjà. 15 ans, bah oui. Vous étiez précoce. Quand j'étais au collège, d'ailleurs, je parlais avec mes amis de loi de décentralisation, de Raymond Barre et autres, et on me prenait un petit peu pour un extraterrestre. C'était un petit à peu cette époque-là, c'était non pas du tout les centres d'intérêt d'un jeune de 15 ans. Et parce que je partageais cette idée qu'il fallait être au courant de ce qui se faisait et je pense et je partage l'idée que si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Donc à un moment, j'ai pris mes responsabilités, je me suis impliqué dans la vie politique, mais en parallèle sur mon parcours sportif. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre des choses lorsque j'ai été président d'un club de boxe. Et aussi cadre technique à la fédération, à la commission nationale en force, on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'était difficile d'aller chercher des financements qui parfois permettaient à des jeunes de pouvoir partir en vacances. Souvent des jeunes qui n'avaient pas les moyens, ou en tout cas des parents qui n'avaient pas les moyens, où la priorité c'était vraiment de nourrir la famille et de payer le loyer. Donc on a mis en place plusieurs projets visant à emmener des gamins à Center Park, dans des centres de vacances et autres, et donc du coup les sortir de ce cadre qui est le leur, qui est la cité, et leur expliquer qu'il y a tout plein d'autres choses à côté, et donc on travaillait sur le dépassement de soi, sur la discipline, et donc on formait une sorte de famille où chacun se retrouvait ensemble, où c'était quand même assez rigoureux. Je disais tout à l'heure que c'était un art martial c'est un art militaire. Donc avec une certaine discipline, la ponctualité, le respect, et vous connaissez toutes ces valeurs que véhicule le sport.
qui par la suite m'ont permis aussi de m'engager dans différentes actions. J'étais volontaire citoyen, qui était un dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur, où je rencontrais des jeunes en difficulté, où le sport était comment dire, le moyen justement de se lier avec ces jeunes et de leur expliquer que qu'il fallait de cette manière-là justement se dépasser, de travailler et à force de travail arriver à un résultat. Ensuite, j'ai été et je suis encore cadre à l'association des officiers de réserve de Seine-Saint-Denis, où là on organisait des camps, on emmenait des jeunes. Pareil, on les sortait du cadre de la cité et là c'était très militaire. Du coup, ils dormaient dans des tentes, on faisait des marches et on développait aussi l'esprit de fratrie où justement lorsque l'on avait 20 ou 30 kilomètres à faire, certains étaient fatigués, les autres se proposaient de porter le sac de l'ami qui était plus en capacité. Il y en a même qui ont fini par être portés sur le dos de leurs camarades. Donc il y avait vraiment un esprit de corps qui se formait et donc lorsque les jeunes sont revenus dans le quartier, il y avait eu un lien fraternel qui s'était formé. Donc voilà, ça c'est des éléments que j'ai construit tout au long de mon temps, mais j'ai aussi et surtout réalisé que lorsque l'on était à commander de l'argent pour justement mettre en place des choses comme ça, que la meilleure façon justement que de soutenir des causes, c'était d'être de l'autre côté, finalement, d'être élu, de savoir les difficultés des différentes associations et des présidents associatifs pour pouvoir justement donner le coup de pouce suffisant pour pouvoir permettre à ce que des projets puissent avoir lieu. Vous avez voulu connaître les associations, être vraiment au cœur de ces associations pour savoir quelles étaient les problématiques et pour pouvoir y apporter des réponses alors. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, mais c'est un cheminement et du coup l'engagement et le sens politique, c'est là où il prend tout son effet et beaucoup de gens, moi j'ai des amis élus qui oublient que parfois ils oublient qu'ils sont au service de leurs administrés. Voilà, nous sommes au service de nos administrés et moi c'est comme ça que je l'entends. Je suis au service des gens et pas le contraire comme beaucoup pourraient le supposer. Mais c'est aussi ça le sens de l'engagement. C'est vrai que parfois on a une mauvaise image malheureusement de nos politiciens et c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette émission, c'est pour montrer que non, il y a aussi des personnes qui sont très engagées, qui veulent apporter beaucoup à la société et puis aussi pour notre communauté, notamment vu que nous sommes sur la chaîne de télé ICRA. Je veux dire, c'est vrai que vous voulez apporter beaucoup et moi je voulais vraiment aussi, je voulais vous inviter pour montrer le bel exemple que vous êtes battu, vous avez fait beaucoup de choses justement pour viser toujours plus haut et que vous soyez aussi ce modèle, que les jeunes aient envie de vous suivre et de s'impliquer dans la société, de faire comme vous. Voilà, je voulais vraiment que vous puissiez donner des conseils, parler de votre parcours. En tout cas, on a une double responsabilité. La première, c'est d'abord de représenter les gens qui nous ont désignés. La deuxième, c'est de creuser le sillon pour les générations suivantes. Parce que le travail que nous ne ferons pas, nos enfants auront à le faire. Donc aujourd'hui, il faut, vous savez, vous prenez le maire de Londres, il s'appelle Sadiq Khan, qui est musulman, il est pleinement accepté. Aujourd'hui, il faut accepter l'idée que on puisse avoir un maire qui s'appelle Mohamed et des choses complètement, c'est une chose complètement normale parce qu'ils sont citoyens français et qu'au même titre que quiconque, ils puissent s'impliquer dans la vie citoyenne et qu'ils puissent être le premier édile de la ville et qu'ils puissent représenter les uns et les autres. Ensuite, sur les hautes assemblées, je pense au Sénat et à l'Assemblée nationale, pareillement, lorsque l'on décide des lois, et vous savez, moi je vais parapher Nelson Mandela, qui disait ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Et que la meilleure des façons, c'est justement de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour pouvoir décider les choses. Vous savez, quelle que soit la position dans l'hémicycle, que l'on soit à l'extrême gauche, que l'on soit au centre ou que l'on soit à droite, lorsqu'il y a des sujets qui dépassent les clivages politiques, que tous puissent se lever comme un seul homme et qui puissent décider de voter des choses. Je pense notamment à la reconnaissance de l'État palestinien tel que ça a été voté. Et là, si vous voulez, ça dépasse vraiment les courants politiques. C'est des décisions qui doivent être prises de manière commune. Donc aujourd'hui, il faut cette existence au sein de ces hautes assemblées pour pouvoir décider des lois. Je pense à l'islamophobie. Vous me savez engagé sur le sujet. Oui, justement. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'est fait. Même le mot même d'islamophobie ou islamophobe n'est pas reconnu. Ouais. Donc il y a un déni. Et pourtant, il y a des agressions islamophobes. Et ça, c'est un fait.
Donc vous voyez, au niveau législatif, on a plein de choses à faire. Justement, enfin, vous avez participé alors à la journée aussi de l'islamophobie, enfin alors, une marche, la marche contre l'islamophobie. Lorsque je peux, je le fais. Je prends mon écharpe tricolore et je bats le pavé. J'y vais et donc je me suis retrouvé dans cette marche parce que c'est aussi ça le courage politique. C'est aussi d'assumer ses positions. Et donc j'ai eu l'occasion de marcher avec plusieurs personnes. Du coup les images on peut les retrouver facilement sur les réseaux sociaux et c'était important aussi. Mais alors j'ai envie de dire j'ai défendu cette cause, mais comme je défends la cause anti-noire ou toute forme de discrimination, la misogynie à l'égard des femmes. Vous voyez, cette disparité qu'il y a entre les hommes et les femmes au niveau salarial, au niveau, c'est des choses qu'il faille gommer. Voilà, vraiment pour être sur un principe d'égalité. Vous voulez qu'il y ait une justice, enfin voilà, absolument, on est sur le principe de la justice, mais je suis animé par toutes ces injustices. Je vous dirais de la même manière, je vous ai parlé tout à l'heure de la cause palestinienne, mais vous savez, à l'époque où Nelson Mandela était en prison, j'étais pro-Mandela, et pourtant je n'ai aucune filiation avec l'Afrique du Sud, mais parce que c'était un sujet qui m'animait et que je trouvais profondément injuste. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le moteur. Et Stéphane Hessel, qui est un modèle pour moi aussi, qui a fait des grandes, qui s'est battu et qui a soutenu de grandes causes, avait fait deux petits ouvrages. Le premier, c'était Indignez-vous, et le deuxième, c'était Engagez-vous. Et c'est là tout le sens. Si on s'arrête juste à l'indignation, on n'aura fait que la moitié de la route. Engagez-vous, c'est une façon de résister et de dire que on peut changer les choses pour éviter justement d'être dans la fatalité et se dire « Ah mais finalement, ces politiciens ne nous représentent pas ». Vous savez, je vais vous dire une chose, on a les élus qu'on mérite. Lorsqu'on les choisit, eh ben pour le coup, on a ceux qu'on veut. Et lorsqu'on les choisit pas, eh ben on a ceux que l'on a par défaut parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Mais dans tous les cas, on a les élus que l'on mérite. Donc, moi je dis encore une fois, pour les générations à venir, engagez-vous, engagez-vous, ne laissez pas le champ politique à la merci d'autres personnes. Et vous le voyez bien, lorsque l'on a des élus qui emploient leur famille depuis 20 ou 30 ans, qui se font offrir des cadeaux, voilà, qui sont pour que justement ils puissent voter des choses ici et là, c'est des choses qui sont profondément injustes. Ce que je veux dire, c'est que si vous laissez ce champ-là à des personnes qui sont pas toujours très honnêtes, ne vous plaignez pas si la politique ne vous le rend pas. D'accord, c'est pour ça que voilà, on conseille de s'engager. Nous allons marquer aussi une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Chers amis, je vous invite à nous retrouver tout de suite après cette courte pause pour en savoir encore un peu plus sur Abdessalem Itache. Merci. De retour dans cette seconde partie d'émission, toujours avec Monsieur Abdessalem Itache. Alors nous allons parler de l'engagement politique, l'engagement citoyen, du sport, les valeurs que fédère le sport. Alors Abdessalem, vous nous parliez tout à l'heure de cet engagement politique, mais comment faire justement pour s'engager, les personnes qui nous regardent, parce que bien souvent on se dit oh bon bah c'est bon, moi j'ai pas envie de m'engager, enfin je subis les lois qui sont votées, mais de toute façon, si je me présente, enfin déjà, je ne sais même pas où me présenter, mais même si je me présente, on voudra pas de moi. Alors non, au contraire, vous êtes là pour nous montrer que si on peut s'engager, on peut faire beaucoup de choses dans notre communauté. Alors, mais par où on commence? Alors, pour ne pas subir les lois, il faut les faire. C'est la meilleure des solutions. Ensuite, le cheminement politique, il passe par une construction politique. C'est d'abord être animé par des choses, par des valeurs. Je parlais tout à l'heure d'indignation, de choses qui vous révoltent, que vous voulez changer. Et la meilleure des manières, c'est d'abord d'assister à des conseils municipaux, c'est d'entendre tout ça. Mais c'est aussi de se construire un avis sur les choses. Je suis d'accord avec ça, je le suis moins avec ça, et ainsi de suite. Et se retrouver dans des groupes de réflexion où on retrouve des personnes et on se construit un argumentaire politique sur justement ce qui est viable et ce qui l'est pas. Vous savez, bon, moi je suis adjoint en charge des quartiers. J'ai naturellement, de par mon cheminement associatif et autres, ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé parce que d'abord, pour l'histoire, j'ai grandi dans un quartier qui est la cité des Tilleuls. Et lorsque j'étais jeune, j'avais qu'une envie, c'était d'en partir. Aujourd'hui,
c'est moi qui m'en occupe de ce quartier. Et vous savez, paradoxalement, j'ai tendance à regretter le bon vieux temps, comme on aime le dire, parce que finalement, c'était pas si mauvais que ça il y a 30 ans, et que j'ai vu petit à petit le quartier se désagréger. Moi, j'ai connu l'époque de l'héroïne, j'ai connu, je l'ai vu de mes yeux d'adolescent. J'ai vu des drames, des familles déchirées par tous ces fléaux. Et aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on se retrouve avec des quartiers où justement il y a un tel turnover, où les gens finalement ne restent pas et partent, et vous avez un manque de mixité aussi dans les quartiers, les solutions passent par plusieurs plans. D'abord, il y a eu l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, où justement l'idée c'était déjà de réconcilier l'habitant et l'habitat, c'était de construire des habitations à dimension humaine sur 2-3 étages, mais pas plus. On arrête avec les tours de 16 étages. Exactement. On arrête avec les Legos, où justement les immeubles sont positionnés de telle manière où on se retrouve avec un quartier complètement confiné. Et oui. Et en fait, l'idée c'est vraiment d'ouvrir le quartier, le désenclaver, ouvrir avec des voies, avec de la circulation douce, pistes cyclables et autres. Et aussi passer des trams bleus, des cours d'eau, du gazon, qu'on arrête de bétonner, qu'on puisse avoir des gens qui habitent dans de belles choses, des habitations en duplex avec des grands balcons tout vitrés, pour que justement on puisse vivre sa citoyenneté pleinement, et qu'on n'ait pas le sentiment que l'on est un sous-citoyen, que l'on est écarté et que l'on est privé de tout. Donc il passe par l'aménagement urbain. Ensuite, sur les actions, moi en tant qu'élu de quartier, je fais 2 permanences par semaine, où je reçois tous les lundis, tous les vendredis, environ une dizaine de personnes. Ça me fait 20 personnes par semaine, ça me fait 80 personnes par mois. Et ben, ça fait 80 dossiers à régler, et en fait, c'est essentiellement de la demande de logement. Donc, j'entends souvent des difficultés. Vous savez, on a des gens qui sont à la limite de la bascule, qui sont chez eux, mais qui peuvent perdre leur logement parce qu'ils sont en fin de droit, parce que ils n'ont plus de boulot. Voilà, pour diverses raisons. Moi, vous savez, il y a eu une expérience qui m'a énormément marqué. Il m'arrive parfois de parler de cette anecdote. Moi, un jour, j'ai eu une maman qui est venue avec ses enfants à une permanence et qui m'a expliqué qu'elle dormait dans sa voiture. Je peux vous dire que c'est très très dur lorsque vous, une fois que vous avez fini votre permanence, vous prenez votre voiture pour rentrer chez vous. Donc, vous voyez, c'est quand même une fonction très sérieuse, où on est vraiment au contact de la difficulté, et on se doit justement d'apporter des solutions. Donc vous voyez, on a tendance toujours à voir la partie positive. Oui, vous savez, ce sont des élus. Non, c'est pas toujours facile. C'est même souvent difficile. Vous savez, moi, mon bureau est dans les quartiers. Je sillonne ce quartier tous les jours. Je vais même vous dire que je suis le thermomètre. Quand ça va mal, je le sais. Quand ça va très bien, je le sais aussi. Donc c'est aussi des moments de joie, des moments de tristesse, mais ça fait partie du lot de l'élu, ou ça doit faire partie du lot de l'élu, que justement d'être au plus près des difficultés des uns et des autres. Donc ça fait partie des missions. Je travaille sur d'autres projets, comme l'amélioration du cadre de vie, où je fais des diagnostics en marchant, où on va visiter un quartier, on voit ce qui ne va pas, avec les habitants, avec les conseils de quartier. Vous demandez toujours, vous allez voir, enfin il y a cette proximité avec les habitants en tout cas. Avec la gestion urbaine de proximité pour le coup, et on travaille sur l'amélioration, sur les passages piétons, les corbeilles, les luminaires qui ne marchent plus, les avaloirs qui sont bouchés, et ainsi de suite. Et on essaye justement d'améliorer le cadre de vie des habitants. Ensuite, on travaille aussi sur l'intergénérationnel, où je mets en place des missions qui ont pour but de réunir les personnes âgées et les jeunes. Et l'idée, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées, mais en même temps ces personnes âgées qui ont tant à enseigner aux enfants, qui puissent être en lien avec les enfants et qui puissent leur transmettre. Là, je travaille sur un jardin collectif, où justement l'idée, c'était de permettre à des personnes âgées d'expliquer aux enfants comment est-ce qu'on plante, comment est-ce qu'on fait pousser des légumes. Et l'idée, c'était d'organiser un repas intergénérationnel dans une salle de quartier avec les légumes de ce jardin. Donc voilà, mais il y a tout plein d'autres projets. J'avais mis en place la bourse aux livres.
C'était des livres qui étaient destinés à devenir du papier mâché, que j'ai réintroduit dans le circuit et que nous avons vendu. Je dis nous parce que en fait le conseil de quartier, en fait, ça fait l'objet d'un échange autour de. Vous voyez, ça peut paraître anodin. Est-ce que ces livres on les donne? Et vous connaissez cet adage qui dit que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Et en même temps, on pouvait pas les vendre à un prix exorbitant. Donc on est parti sur la somme symbolique de 1 centime. C'était une façon de ne pas ruiner les familles. Lorsqu'un enfant arrivait avec 20 centimes, qu'il partait avec 20 livres, on peut pas dire qu'on ait ruiné les familles. Et en même temps, c'est pas une action charitable. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il vient acheter des livres, il est dans une action marchande. Le livre, il le possède, il l'a acheté. Donc il part avec des livres. Parfois, vous avez des fratries où ils arrivent à 3, 4, 5 et chacun prend un nombre de livres. Et l'idée, c'était aussi que les frères et sœurs s'échangent des livres qui n'ont pas pris, qui n'étaient pas susceptibles de lire, mais qui à un moment, peut-être qu'il peut susciter de l'intérêt. Ensuite, ce livre, ils le possèdent. Donc, ils peuvent le garder, comme ils peuvent le ramener à la bourse suivante. Et c'est là la différence entre les médiathèques où vous avez une date au dos du livre qui vous dit vous le rendez dans 3 semaines, que souvent, vous ayez fini de le lire ou pas. Donc en fait, souvent, vous ne faites que parcourir un livre qui ne vous appartient pas. Et puis après, souvent on le rend bien en retard aussi. Aussi, on a des lettres de rappel. Et, je vois que vous connaissez. Oui, c'est vrai, j'étais une adepte des livres quand j'allais à la médiathèque, mais je les rends toujours en retard. Donc il n'y a pas. Voilà. Mais alors, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, ces livres devaient être jetés. Enfin, ça devait être servi comme on devait s'en servir comme papier à mâcher. Pour finir en papier journal. D'accord. Journaux presse. Mais donc, pourtant, enfin, je veux dire, enfin, c'est un livre. Enfin, je veux dire, c'est de la matière, c'est de l'intelligence. Il y a tellement de choses. Enfin, je veux dire, ça fait travailler le cerveau. Enfin, oui. Ça apporte beaucoup la lecture, justement. Et je vais même vous dire une chose. Ce qui m'a le plus marqué lorsque l'on a commencé ces bourses aux livres, c'est, vous n'avez même pas idée du nombre de foyers qui n'ont pas un dictionnaire. Et en fait, lorsque l'on a récupéré des dictionnaires, les gens se sont jetés dessus, rués dessus, et beaucoup m'ont avoué qu'ils n'avaient pas de dictionnaire à la maison. Eh ben, c'est une façon de lutter justement contre cette disparité et permettre à des personnes d'avoir. Vous savez, il y a même eu des jeunes qui ont pris des éditions en 17 tomes à 17 centimes. Donc c'est vous dire, l'action n'est pas lucrative, mais on insistait sur l'idée que ce soit un acte marchand. J'achète le livre et je le possède. De toute façon, c'est vrai qu'en psychologie, on dit qu'il est préférable, même si voilà, c'est juste symbolique, mais de payer justement soit une formation ou un livre ou ou alors un savoir que l'on nous transmet. Il est préférable de le payer plutôt que de prendre ce savoir et de ne pas le payer parce que on l'utilise pas, on va pas l'apprendre, l'ingurgiter de la même manière et puis. Absolument, c'est exactement ça. D'accord. En tout cas, je trouve ça vraiment bien de pouvoir partager justement ces livres plutôt que de les jeter comme ça à la poubelle. Enfin. Complètement. Et du coup, on a plein de personnes qui viennent et plutôt que ils n'arrivent plus à jeter les livres, ils le savent qu'il y a des bourses aux livres. Alors du coup, ils arrivent avec un chariot, ils nous disent tenez, je vous donne les livres, je peux pas les jeter à la poubelle, je vous les donne. Continuer la bourse aux livres avec. Donc c'était une façon de réutiliser ces livres. Par la suite, sur la ville, ont été installées des boîtes à livres, donc autour d'espaces là où il y a des bancs. Et en fait, le principe, c'est je prends le livre que je veux. Le cas échéant, je pose un livre et j'en prends un autre. Donc c'était aussi des bornes d'échange où justement les personnes. Alors du coup, j'étais pas l'initiative du projet, mais il va dans l'accompagnement de ce que l'on mettait en place. Après, c'est vrai que ce type de projet, enfin, on le voit quand on va dans des enseignes pour boire un café ou voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours assez onéreux. Mais dans les villes comme ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas assez. Enfin, on démocratise pas assez ce type d'action. Oui, parce que je pense que la culture, d'abord, elle est partout. Et la culture hors les murs, c'est aussi important. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une bibliothèque pour acquérir de la culture ou d'être dans un théâtre. Et aujourd'hui, vous savez, avec le multimédia, on a les artistes que l'on veut sur nos smartphones ou à la maison. Avec la digitalisation, enfin, c'est vrai qu'on a tout à portée de main. Exactement. Donc aujourd'hui, il faut aller aussi vite, mais il était important de rendre ces noblesses aux livres. Et donc, vous savez, moi j'ai plein de livres à la maison dont je me détacherai jamais pour tout l'or du monde, parce que je pense que ça n'est pas moi qui les possède, mais c'est eux qui me possèdent.
pour le coup. C'est joliment dit en tout cas. C'est très joliment dit. Abdesalam, est-ce que vous avez un dernier mot avant que nous allons, avant de clôturer cette émission? Pour reprendre l'expression que j'avais employée tout à l'heure, je parlais de Stéphane Hessel et du sens de l'engagement. Et je dis aux jeunes, engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Ne laissez pas cet espace libre. Cet espace vous appartient. Vous devez être les citoyens de demain et vous devez absolument siéger dans les hautes assemblées pour que justement les choses se fassent pas au détriment des citoyens. Je vous remercie beaucoup et j'espère que de nombreuses personnes justement vont s'engager grâce à cette émission et par le biais de votre message. Chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que tout cela vous a motivé et vous donnera vraiment de nouvelles idées et aussi de proposer de nouvelles actions dans vos quartiers. Merci de nous avoir suivis. Salam alaikum.